Bonjour. Dans ce MOOC, nous allons parler des violences faites aux mères dans le cadre d'un conflit ou d'un supposé conflit autour de la question de la résidence de l'enfant et dans ce cas précis de la résidence alternée. Nous allons suivre ce plan-là avec l'introduction des troubles de l'enfant au cours d'une résidence alternée précoce, c'est-à-dire inférieure à 6 ans, ou dans une situation de violence post-conjugale avec un certain nombre de troubles chez l'enfant qui vont de l'insécurité à l'hyperadaptation. Enfin, troisième et dernier point, la résidence alternée, pour qui, quand et comment, quelles sont ses indications et contre-indications. Les conflits, si je mets conflit entre guillemets, c'est que bien souvent ce terme de conflit masque la violence de l'un contre l'autre. On voit très souvent l'un qui est actif, l'autre qui est réactif. Et dans le cas qui nous occupe là, le plus souvent, il s'agit de pères actifs dans cette violence contre la mère, et la mère qui tente parfois très maladroitement de résister à cette violence. Et on va voir quelles en sont les conséquences, aussi bien par rapport à elle que par rapport à l'enfant. Ainsi que ces conflits autour de la résidence, en particulier d'une imposition de la résidence alternée par voie de justice par le père, est le lieu de prédilection de violences faites aux mères par enfants interposés. Cela peut aller assez loin, étant donné qu'on a vu des hommes aller jusqu'au meurtre des mères, matricide au sens premier, en tant que mère et non pas en tant que femme. C'est en tant que mère qu'elle est atteinte, avec parfois infanticide suivant le meurtre de la mère, ou parfois uniquement infanticide, afin d'encore mieux atteindre la mère. Ainsi, dans ce contexte passionnel de violence faite à la mère, on voit bien que même dans les cas les plus classiques, si je puis dire, le non-respect de la place de l'un par l'autre est toujours violence envers l'enfant. Et un ex-mari violent est souvent aussi un père violent, post-séparation bien sûr. Et on va voir que malgré la séparation, la violence perdure, en particulier par ce refus d'un mode de résidence adapté pour l'enfant. Ainsi, nous avons observé une explosion de ce genre de troubles chez l'enfant à cause de la loi, et non pas grâce à la loi. À cause de la loi 2002 sur l'autorité parentale, où pour la première fois, une loi donnait une vision égalitariste de l'homme et de la femme. Certes, l'intention était bonne, mais le problème, c'est que là, il s'agissait d'une égalité du père et de la mère. Et à ce moment-là, toute la spécificité de la mère, propre à ses interactions, propre à sa spécificité de femme, en tant que mère, a totalement disparu, a été effacée. Et là, pour le coup, ça a été une victoire des hommes d'arriver à effacer les spécificités de la mère comme porteuse de vie et en niant ce statut propre à la femme. Avec ce terme de coparent que l'on doit à certains sociologues, qui fait totalement disparaître cette différence entre le père et la mère. Cette vision sociologique de la famille, bien sûr, va à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. On aurait préféré que la loi s'appuie sur une vision psychologique de la famille qui privilégie, bien entendu, les besoins de l'enfant. Et que tous ces troubles secondaires à l'imposition de la résidence alternée qui donnait ce pouvoir au juge, en particulier en cas de conflit. Ce qui est pour le moins paradoxal, étant donné que l'une des contre-indications de la résidence alternée, c'est précisément la conflictualité importante entre père et mère. Ainsi, cette loi a nié, si je puis dire, le propre de la différence entre le père et la mère, c'est-à-dire les différences entre la maternalité et la paternalité. Ce sont des termes que j'emprunte à Racamier, qui nous enseigne, bien sûr, les différences entre et le propre de la maternalité et la paternité, et la paternalité, et comme quoi l'homme n'est pas une mère comme les autres. Il y a un certain nombre de différences, bien sûr, dont le caractère structurant de la rencontre par l'enfant, de la différence des sexes, des corps, des attitudes, des interactions, des jeux propres à la mère et au père,
Deuxièmement, la maternalité est en rapport avec le vécu corporel de la grossesse, de l'accouchement, des interactions précoces et de toute cette danse interactive entre la mère et le nourrisson dans les premiers jours, premières semaines, premiers mois, premières années, qui est une danse, pour reprendre ce terme de Stern, spécifique véritablement à la mère. Bien sûr, toutes les études ont montré la précocité de la différenciation par le bébé du père et de la mère, et bien sûr des interactions spécifiques, complémentaires dans le rythme, leur intensité et dans leur qualité et dans les modalités, dans ce qu'on appelle le style interactif de l'un et de l'autre, qui ne sont ni superposables, mais qui sont au contraire complémentaires, c'est-à-dire qu'ils vont réveiller chez le bébé des interactions spécifiques et des compétences spécifiques à chacun. Bien sûr, cela suppose, ces besoins de l'enfant supposent une relation stable et continue, source de sécurité, avec une figure principale de référence, laquelle s'instaure préférentiellement avec la mère dans la continuité du lien prénatal, dans les conditions habituelles de développement, nous enseigne la WIME. Et si je dis principale de référence, laquelle s'instaure préférentiellement avec la mère, il est sûr que l'exception, bien sûr, à tout cela, c'est bien entendu en cas de présence de troubles psychiques chez la mère, où là, pour le coup, tout doit être inversé, y compris la résidence principale chez le père. Donc le père est bien sûr figure d'attachement secondaire, non pas au sens de sa valeur, mais de sa complémentarité. Et ça, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas une position inférieure, mais c'est un rôle propre qui sera introduit dans une temporalité qui lui est propre, de façon à ce que l'enfant ne vive pas cette rencontre comme quelque chose de trop angoissant. Donc, dans le cadre justement des violences faites aux mères, il y a un parent agresseur qui va avoir une volonté d'emprise sur l'enfant, au détriment bien sûr de son intérêt, avec une véritable épreuve de force et avec une grande corrélation que l'on observe entre cette épreuve de force et la corrélation avec des violences conjugales antérieures, voire avec des antécédents de manipulation et d'emprise de l'autre. Ainsi, on peut voir chez ces pères un refus d'adapter la garde au rythme de l'enfant, à son âge, aux troubles parfois présents. Plus un enfant est vulnérable, plus il faudra adapter les choses à son âge, plus il faudra renforcer, bien sûr, sa présence au domicile maternel. On voit aussi chez ces pères un refus d'altérité, de l'intériorité de l'enfant, c'est-à-dire de son vécu propre et de ses besoins propres. Parfois, on voit bien sûr la refus de la mise en place des soins, alors même que ce sont des troubles provoqués par une résidence non adaptée à lui. Très souvent, ces pères refuseront le principe même que cet enfant ait des problèmes et donc la mise en place de soins pour lui. Ce discours va de pair bien souvent avec une disqualification, des attaques qui sont faites parfois devant le bébé, devant l'enfant, avec le lien avec les violences conjugales, qui bien sûr rajouteront du traumatique au propre du traumatique d'une résidence alternée non adaptée à l'enfant. Ainsi, il pourrait y avoir un discours de menace, de manipulation, de chantage affectif, de séduction, d'humiliation, d'influence, y compris auprès de l'enfant. Ne le dit à personne, c'est notre secret, pour parler bien sûr des insultes qu'il peut dire en présence de l'enfant vis-à-vis de la mère. S'il n'y a pas de résidence alternée, si tu parles, je vais en prison, tu ne me verras plus. Il y aura ce genre de menaces qui seront faites à l'enfant qui bien sûr augmenteront les troubles présents déjà chez lui. Donc, il peut y avoir une contamination de cette emprise de l'enfant sur le tiers avec une volonté de toute puissance, de refus du tiers juridique, social et psychique, qui sont tout autant d'indices, bien sûr, de la présence d'un père manipulateur, n'hésitant pas, bien sûr, à sacrifier l'enfant à ses intérêts. Alors, pour parler un peu des troubles de l'enfant au cours d'une résidence alternée précoce ou dans une situation de violence post-conjugale, et quand je parle de résidence alternée précoce, c'est-à-dire avant l'âge de 6 ans, même en cas d'absence de conflictualité, comme on va le voir,
Donc, on va voir que ces troubles vont de l'insécurité à l'hyperadaptation. Donc, ces troubles, en plus, ils ont le mérite d'apparaître surtout chez le parent sécurisant. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement trompeur, c'est-à-dire le père pour accuser la mère que ces troubles apparaissent que chez l'enfant parce que chez lui, mais non, chez moi, tout va bien. Et bien sûr, hein, chez lui, tout va bien, c'est-à-dire l'enfant, très souvent, s'autorise à aller mal chez le parent où il se sent le plus en sécurité, alors que chez l'autre, il aurait trop peur de montrer sa détresse. Donc pour nous, au contraire, c'est un indice de repérage, hein, du parent le plus sécurisant pour l'enfant. Ces troubles, en plus, sont réversibles s'il y a un changement de mode de garde. Et là, on s'en est rendu compte, là encore, grâce à cette loi 2002. Il suffisait de modifier la modalité de résidence, de supprimer la résidence alternée pour voir disparaître tous les symptômes de l'enfant, bien mieux que n'importe quelle psychothérapie. Donc cela peut aller, bien sûr, jusqu'au refus du père des soins pour l'enfant, voire une mise en échec. Hein, ce qui va augmenter bien sûr tous les troubles que je vais décrire plus tard. Les troubles de l'enfant sont parfois retournés par le père contre la mère, et là c'est terrible parce que du coup ça va être le père qui va accuser la mère des troubles de l'enfant en disant que c'est son angoisse et sa relation fusionnelle qui est responsable de tout, hein, alors même que ces troubles sont déclenchés par une modalité de résidence non adaptée à l'enfant. Alors, l'accusation d'aliénation par la mère, et là je vous renvoie aux autres MOC parlant du syndrome d'aliénation parentale, mais là c'est une accusation classique, c'est-à-dire si l'enfant ne va pas bien avant de voir le père, voire s'il refuse de voir le père du fait même des troubles qu'il présente, la mère se verra accusée, bien sûr, d'aliénation, alors même que c'est une situation qui a été créée par le père. Il y a une atteinte filiative, donc là c'est souvent mon fil rouge, hein, c'est-à-dire que chaque place de père, de mère, de fils, de fille est atteinte par cette violence conjugale post-séparation et par cette modalité de résidence non adaptée par l'enfant. C'est-à-dire l'enfant n'arrivera pas à se construire comme fils et fille pour la bonne raison, c'est qu'il aura du mal à paternaliser cette position de père qui sera angoissante. Il va maternaliser bien trop cette place de mère avec une relation justement trop proche, trop collée, défensive pour lutter contre ses angoisses. Et donc, c'est ce que je dis souvent dans ces situations, c'est une solution perdant, 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 c'est-à-dire une problématique de résidence non adaptée à l'enfant. Tout le monde est perdant. Hein, aussi bien l'enfant que la mère, que le père. Hein, il y aura pas de gagnant dans ces cas-là. Quand la violence contre la mère post-séparation est présente devant l'enfant, à ce moment-là, on rajoute à ce tableau un syndrome de stress post-traumatique, hein, qui est caractéristique justement des violences conjugales en plus devant l'enfant, hein, qui perdure, hein, qui dans 60% des cas perdure contre la mère, même après la séparation. Alors, dans ces troubles de l'enfant, la suite qu'on peut avoir, hein, donc, comme je vous le disais, le non-respect de la place de l'un par l'autre est toujours violence envers l'enfant. Un mari violent est souvent aussi un père violent. Hein, et le fait d'attaquer justement la place de mère, c'est une façon d'attaquer l'enfant. Hein, et ça, c'est le propre justement des violences conjugales. Et ces propres effets de la violence conjugale sont supérieurs aux sévices physiques que le père pourrait contre l'enfant. Hein, les sévices psychiques par la violence conjugale sont supérieurs aux sévices physiques directement contre l'enfant. Les risques par rapport à l'enfant, bien sûr, c'est la perte de la fiabilité de la relation à autrui et au monde, avec à la fois des phénomènes de rejet, au contraire d'attraction d'un contact avec autrui, mais ça peut être n'importe quel autrui, hein, ce qu'on appelle un attachement indifférencié, insécure avec n'importe quelle personne. Ainsi, il y a une double disqualification, comme je vous le disais, solution perdant, 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 c'est-à-dire la mère perd sa qualité de protectrice, le père perd sa qualité paternelle aussi de protection, et l'enfant ne s'y retrouve plus, c'est-à-dire il est totalement perdant dans ce tsunami qui efface toutes les places et qui l'angoisse avant tout. Même si l'un est agresseur de l'autre, les deux perdent leur fonction protectrice et leurs compétences parentales.
est entraîné, s'ensuit alors une absence de construction de la sécurité affective de base, et donc ce que Winnicott appelait la confiance de l'enfant dans le monde. Et un enfant qui se défie du monde, ça sera un enfant qui pourra reconstruire un monde extrêmement violent et extrêmement agressif pour se venger, un peu comme Richard III, comme Shakespeare l'a montré, que le mal soit mon bien. Il va se venger de ces injustices d'enfants qu'il a subies en étant lui-même auteur du mal dans le monde, mais cette fois-ci, c'est un mal qui dépendra uniquement de lui et non pas d'un mal infligé par le monde. Donc tout cela est aussi la conséquence de l'indisponibilité maternelle face aux besoins de l'enfant, étant donné que la mère est accaparée par ce conflit par rapport à la résidence et toutes ces procédures juridiques, judiciaires lourdes effectivement à faire, y compris la violence conjugale post-séparation qui l'accapare aussi par parfois des conduites harcelantes des pères à son égard. La perte du statut psychique de parent, sa crédibilité, la confiance est l'une des conséquences de la violence devant l'enfant. Et ça, c'est quelque chose d'autant plus grave, bien sûr. Et lorsque l'emprise sur l'autre parent ou sur l'enfant est utilisée dans le cadre du conflit, ça augmente la perte de crédibilité de la place de père ou de mère. Donc, tous les travaux qui portent sur les troubles apparus chez les enfants après le début de la résidence alternée, en fait, on a un recul de 20 à 30 ans, pour la bonne raison, c'est que tout cela a commencé bien avant aux États-Unis, au Canada, en Australie, et ils ont fait les études, et bien sûr, tous les tribunaux de ces pays-là ne mettent plus du tout en place ce qu'on appelle des résidences alternées paritaires. Il n'y a encore que la France qui est retardataire là-dessus, en raison justement des études qu'ils ont pu faire, qui sont extrêmement précises quant à l'apparition de ces troubles-là. Et à la fin, je vous donnerai une bibliographie pour retrouver le listing de toutes ces études anglo-saxonnes pour la plupart, mais aussi françaises. Donc les troubles, en fait, sont les mères vous le décrivent bien, c'est-à-dire mon enfant a changé, ce n'est plus le même, ou mon bébé a changé, ce n'est plus le même, avec une atteinte, bien sûr, de l'estime de soi, angoisse de perte des personnes et des lieux, difficulté à quitter les lieux, ou alors avec des rituels obsessionnels, voire avec l'apparition d'un syndrome post-traumatique en raison justement de l'alternance des repères qui fait que l'enfant ou le bébé n'a pas le temps de se fixer, de se rassurer par rapport au lieu dans lequel il est. À peine il a ses habitudes, à peine on commence à avoir un rythme, que déjà il faut le changer. J'ai vu des résidences alternées tous les 2 jours ou tous les 3 jours pour des bébés, ce qui est une aberration, bien sûr. Donc, bien sûr, apparition de troubles agressifs, une agressivité envers les autres enfants. Ce sont des enfants qui, à la crèche, commencent à taper les autres. Et là encore, avant, ça n'existait pas. C'est surtout cette rupture par rapport à son état antérieur, avec ces phénomènes de gel des émotions. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui vont de plus en plus paralyser leur vie émotionnelle. Ce n'est pas grave si maman me laisse partir, si elle ne m'aime pas. J'évite de m'attacher à mes parents. Comme ça, il n'y a pas de souffrance. S'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de souffrance parce qu'on quitte cet attachement. Parfois, l'enfant s'autorise à aller mal uniquement chez le parent chez qui il se sent le mieux. Donc ça, c'est un bon repère pour nous cliniciens pour repérer le parent sécurisant. Comme je vous le disais, avec ces pères qui peuvent dire « chez moi, il va très bien, c'est toi qui l'angoisse », dira alors l'autre parent. Donc, tous les travaux qui portent sur les trous apparus, donc on continue avec cette liste, et avec les phénomènes de clivage, avec ces enfants qui se représentent comme coupés en deux, avec des identifications à l'un, à l'autre, clivés, hostiles, où il pourra tantôt agresser l'un, tantôt agresser l'autre, y compris attaquer la mère. L'enfant a toutes les raisons de lui en vouloir à cette mère qui le met. Pour l'enfant, c'est la mère qui est responsable de cette situation impossible qu'il est en train de vivre. Et il pourra justement l'attaquer dans les retours, justement, quand il reviendra chez cette mère, il pourra l'attaquer pendant 2-3 jours avant, comme elle le dit très bien, voilà, il me faut 2-3 jours pour que je puisse le retrouver. Et à peine elle l'a retrouvé que déjà, il devra partir. Donc l'enfant peut avoir ce sentiment d'être nié dans ses émotions par les parents. Tout le monde s'en fout de mes émotions. Effectivement, on ne l'écoute pas. Il s'agit de la volonté d'un, de l'avoir mis dans cette situation-là.
Sa souffrance peut être dépressive, hein, une souffrance extrême de solitude. Il le verbalise bien, les enfants. Quand je suis chez papa, je pense à maman, et inversement. J'ai un cœur pour papa, un cœur pour maman, et pas de cœur pour moi. On voit bien ce conflit de loyauté. Ou bien on voit apparaître la clinique de l'enfant parfait, hein, car les enfants ne montrent pas parfois cette souffrance de peur de les décevoir. Hein, c'est ce que appelle le faux self. Hein. Joyce McDougall parlait de normopathie. Ce sont ces enfants normopathes qui vont parfaitement bien. Hein, ou bien avec un tableau de surmaturité, de suradaptation, hein, avec un tableau d'hyper-investissement scolaire. Pourquoi? Parce que la scolarité, c'est le seul domaine qui est en dehors des maisons. Et en sachant que, bien sûr, ces troubles sont liés à la discontinuité due à la résidence alternée paritaire, hein, chez les moins de 6 ans, hein, puisqu'ils existent même en cas d'absence d'une conflictualité parentale. C'est-à-dire, même si les parents sont d'accord tous les deux pour cette modalité de résidence, ces troubles apparaissent. Hein. C'est dire que ce n'est pas lié qu'à la dimension conflictuelle de séparation. Alors, la résidence alternée, pour qui, quand et comment, ben c'est toute la question. Hein. Comme déjà dès le départ, dès cette loi 2002, c'était le fait de l'imposer dans une situation conflictuelle, c'était déjà une contre-indication. Donc on peut se demander, enfin l'imposer, ça peut avoir parfois des effets délétères. Car bien sûr, que se passe-t-il si l'alternance va à l'encontre de l'équilibre affectif de l'enfant, hein, en particulier chez les jeunes enfants de 0 à 3 ans, même plus tard, jusqu'à 6 ans, en raison de la nécessité, du besoin de ces enfants de sécurité de leur repère, stable et répétitif. Hein, c'est Winnicott qui disait un enfant a besoin d'ennui, c'est-à-dire il ne doit pas percevoir, il ne doit pas vivre l'environnement comme quelque chose de dangereux. Hein, il doit le voir comme quelque chose de répétitif avec, bien sûr, quelque chose de créatif, hein, mais certainement pas comme quelque chose de dangereux avec une hypervigilance qu'il doit avoir. Hein, et que se passe-t-il si le parent ne peut apprécier les risques d'une telle alternance? Hein, à quoi ça correspond justement ces pères qui sont sourds, hein, aux risques psychiques de l'enfant? Hein, et que se passe-t-il si les relations personnelles de chacun des pères et mères avec l'enfant sont artificielles, voire pathogènes pour l'enfant? Ça veut dire quoi? Imposer quelque chose d'extrêmement fréquent et paritaire avec une personne qui n'a strictement aucun lien, aucune relation avec un enfant et qui demande simplement cela, histoire de paraître un bon père aux yeux des autres, mais personnellement, qui n'en a parfois pas grand-chose à faire. Et qu'est-ce que se passe-t-il si l'enfant est utilisé contre l'autre parent dans le cadre d'un conflit? Donc on voit bien que les droits de l'enfant, hein, devraient découler en tout cas de la reconnaissance de sa vulnérabilité. Donc ça devrait être sur l'enfant que devraient reposer les lois. Et la question qui devrait être posée, comme le dit Maurice Berger, c'est comment protéger son développement en fonction de nos connaissances. Hein, et que la lecture sociologique de cette loi nous empêche totalement de poser ces questions correctement. Hein, ce n'est pas dans l'existence de ces droits que l'enfant a besoin d'assistance, mais plutôt dans l'exercice de ceux-ci. Ainsi, les différents guidelines, bien sûr, par rapport à la résidence alternée qu'on avait essayé de mettre en place au ministère de la Santé il y a près de 15 ans, mais sans succès. Ça n'a pas donné lieu à un guidelines pour les juges et les magistrats pour leur donner un mode d'emploi de cette résidence alternée. Hein, donc, bien sûr, elle ne doit pas être systématique parce qu'elle n'est pas nécessairement le meilleur de moyens de garantir l'établissement de la continuité du lien avec les deux parents. Hein, elle doit être une possibilité parmi d'autres et on va voir quelles sont les indications et les contre-indications de celle-ci. La résidence alternée ne nous paraît pas indiquée dans les cas suivants, c'est-à-dire ce sont des contre-indications, comme on dit en médecine. Donc, une séparation gravement conflictuelle avec utilisation de l'enfant dans le cadre, menaces verbales ou physiques entre ex-conjoints ou concubins ou violences constatées. Donc, bien sûr, tout ce climat est une contre-indication à l'horlogerie suisse que représente une résidence alternée qui demande une entente quasi parfaite pour pouvoir synchroniser les choses, synchroniser les devoirs, synchroniser les transitions,
du bras à bras qui se passe sans problème. Donc, c'est vraiment, ce sont des telles conditions très, très précises d'ajustement de l'un à l'autre, hein, que la présence d'un conflit, et en particulier de violence de l'un envers l'autre, parce que bien souvent, ce terme de conflit masque quelque chose de très asymétrique, hein, c'est-à-dire un parent actif dans la violence et l'autre réactif dans ce qu'il subit. Donc, bien entendu, cela représente l'une des principales contre-indications à la résidence alternée, pour le coup, quel que soit l'âge de l'enfant. L'absence de dialogue entre les parents concernant l'enfant, ses besoins psychiques et physiques, bien sûr. Pathologie mentale avérée d'un des parents actuels et non stabilisée retentissant sur le comportement parental. Et là, je vous dis, dans ces cas-là, si ça atteint la mère, tout est à basculer du côté du père, hein. Aussi bien dans le rythme que dans la résidence propre de l'enfant, avant 6 ans, etc. Si la résidence alternée est envisagée, la décision de justice doit tenir compte, alors d'abord de l'âge de l'enfant, c'est-à-dire moins de 6 ans, s'abstenir d'une répartition temporelle paritaire. Hein, dans ces cas-là, on renvoie plus au calendrier de Brazelton. De la nécessité de créer les conditions optimales pour favoriser un bon développement de l'enfant, en particulier la fiabilité des repères, l'accessibilité à l'autre parent, hein, c'est-à-dire l'enfant ne doit absolument pas faire disparaître l'autre de son psychisme quand il est chez l'un, hein, parce que dans ces cas-là, il aura l'impression que l'absence fait disparaître, que la séparation fait disparaître, alors qu'il doit maintenir le parent absent au sein de son psychisme. Donc l'accessibilité pour vérifier ça est extrêmement importante. L'organisation de la transition entre les lieux et de la transmission entre les parents, elle doit être parfaite. Respect, bien sûr, de l'autre parent dans le discours, en présence du parent et en l'absence du parent. Autorisation d'amener des objets personnels, parce que là encore, moi j'ai vu des enfants qui étaient déshabillés avant d'aller chez l'autre, où le parent refusait que les vêtements qu'il avait achetés puissent aller chez la mère. Il déshabillait l'enfant, voire il changeait de doudou, il changeait de jouet, il changeait de chaussures. Enfin, donc tout cela, bien sûr, est une contre-indication à une quelconque résidence alternée. Et que le temps de passage d'un lieu à l'autre ne soit pas trop important, de l'ordre d'environ 30 minutes. Que l'enfant n'ait qu'une école, bien sûr, et qu'une mise en place d'un dispositif tiers d'accompagnement est nécessaire avec une mise en application des règles du Code civil et une réévaluation de la situation tous les 6 mois, hein, en particulier chez les enfants jeunes. Donc, du fait qu'elle peut être une solution en cas de conflit entre les parents et qu'une autre solution doit être trouvée. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment… Donc du coup, les indications sont extrêmement limitées, hein. C'est pour ça que dans tous les autres cas, hein, on peut se fier au calendrier de Brazelton, hein, qui sera l'objet d'un autre MOC par rapport à sa mise en place. Je vous remercie.